Bonjour à tous, je pense que nous allons commencer le webinaire. Alors, le sujet du jour, pourquoi avoir choisi aujourd'hui le sujet de l'accueil en centre d'imagerie pour ce nouveau webinaire? Eh bien, nous nous sommes partis du rapport de l'ANCREAI en 2022 sur la prévention des cancers pour les personnes handicapées vieillissantes en ESMS et à domicile, qui indique que 34% des femmes en situation de handicap vivant dans des établissements médico-sociaux participent au dépistage des cancers du sein, contre 52% des femmes dans la population générale. Cet écart de 20% nous amène à réfléchir sur comment améliorer les dépistages organisés des personnes en situation de handicap et plus généralement, comment améliorer l'accueil dans ce centre d'imagerie médicale. Dans un premier temps, nous avons mené une enquête auprès des différents cabinets d'imagerie des Hauts-de-France, 165 cabinets, pour se connaître le niveau d'accessibilité de ce centre d'imagerie et les difficultés rencontrées par les patients et les professionnels de santé. Nous avons ensuite constitué un groupe de travail pour créer un kit imagerie qui sera très facile à utiliser dans tous les centres d'imagerie et que nous vous présenterons juste après. Et enfin, troisième temps, c'est aujourd'hui notre webinaire pour partager les pratiques. Je vous propose à présent de donner la parole à Madame Lehu, qui est chef de projet accès à la santé des personnes en situation de handicap, à la direction de l'offre médico-sociale de l'ARS Hauts-de-France, qui va expliquer pourquoi est-ce que ce projet a été lancé. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Dambre pour l'organisation du webinaire et pour ce temps d'échange avec vous. Donc, comme l'indiquait Madame Dambre, le constat en région Hauts-de-France d'une moindre participation des personnes en situation de handicap au dépistage organisé des cancers nous amène à réfléchir à des solutions pour trouver des alternatives. Ce sur quoi donc nous avons travaillé à l'appui donc d'une feuille de route régionale accès à la santé des personnes en situation de handicap, qui est une stratégie globale que nous avons publiée au mois de décembre dernier. Donc nous avons vraiment un accent porté spécifiquement sur les sujets liés au cancer, que ce soit en matière de dépistage ou en matière d'accompagnement à l'accès à la santé suite à un dépistage et à un diagnostic. Et donc les travaux qui ont été menés par Madame Dambre pour Coactis et le CRCDC représenté par Madame Ponchon permettent aujourd'hui de solutionner une des difficultés qui est rencontrée par les patients et par les professionnels de santé en améliorant l'accessibilité des cabinets d'imagerie médicale. Et donc tout le sens des travaux qui vous seront proposés aujourd'hui permettront d'y apporter des solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame je laisse la parole à Madame Ponchon. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Ponchon, je suis responsable du pôle animation territoriale pour le CRCDC des Hauts-de-France, donc le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Nous sommes en charge de mettre en œuvre les 3 programmes de dépistage organisés, donc cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus, conformément au cahier des charges relatif à ces programmes. Nous sommes également en charge de l'information et de la formation des professionnels de santé, également l'information et la sensibilisation des publics cibles des dépistages organisés et la mise en œuvre d'actions d'aller vers collectives. Nous contribuons également à la lutte des inégalités de santé et d'accès au dépistage, et le public en situation de handicap est l'une de nos cibles prioritaires. Et c'est dans ce cadre que le CRCDC donc vient en appui de Coactis sur la partie communication vers les centres d'imagerie médicale, donc les professionnels de santé et leurs équipes. Et on intervient également dans l'expertise médico-technique sur le contenu du kit d'imagerie qui va vous être proposé dans le cadre de ce projet. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ponchon. Alors, je vous propose qu'on découvre en images des témoignages de personnes avec un handicap intellectuel qui sont accueillies et accompagnées au sein des Papillons Blancs de Dunkerque. Ils ont fait une vidéo sur l'expérience en mammographie. Aujourd'hui, on va parler de la mammographie. Maria, qu'est-ce qu'une mammographie ?
J'ai réduit du chien. Et ça sert à quoi? J'ai réduit la taille du chien. Avez-vous déjà fait une mammographie? J'en ai jamais fait, mais je sais que je devrais en faire bientôt, parce que j'arrive à l'âge de 50 ans. L'examen peut faire très peur, lié à l'handicap. Et j'ai pu rester dans mon fauteuil parce que mon fauteuil passait sur la machine. Ça, c'était formidable. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire cet examen? La mammographie, ça veut sauver plus vite le cancer. C'est très important pour il faut se faire dépister pour le cancer du sein et surtout faire des autopalpations. Votre premier examen approche. Qu'est-ce que vous attendez? Alors déjà l'examen, moi j'aimerais déjà un bel accueil chaleureux, un accompagnement qui me dirait tout va bien se passer. On va expliquer par étapes. Au foyer Les Salines, géré par APF France Handicap, comment se passe la mammographie pour les personnes que vous accompagnez? Alors, au vu du handicap des usagers du foyer, la mammographie est difficilement réalisable, donc on avait recours aux échos mammaires. Elles avaient beaucoup de questionnements sur comment réaliser l'examen, sur la douleur, s'il y avait une douleur au moment de l'examen. Ici, à la Polyclinique de Grande-Synthe, comment accompagnez-vous les personnes dans leurs examens de mammographie? Donc à chaque prise de rendez-vous téléphonique, on demande systématiquement s'il y a une situation d'handicap afin de mieux prendre en charge le patient, de pouvoir allonger le temps d'examen si cela le nécessite. On peut faire appel à 2 manipulateurs radio, éventuellement un brancardier. Aussi, nous avons mené la réflexion de proposer un premier rendez-vous avant le jour même de l'examen qui permettrait aux patients de se faire une idée de l'environnement d'accueil. Et nous avons la chance d'avoir la chaise qui permet d'accueillir les personnes en situation de handicap pour la réalisation de leur mammographie. C'est une chaise qui permet de mettre à hauteur la patiente et le mammographe, la table d'examen. Merci beaucoup pour votre témoignage. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir les résultats de l'enquête auprès des centres d'imagerie qui a été menée cet été. Sur la période du 30 juillet au 12 septembre 2025, nous avons envoyé à 165 cabinets d'imagerie les 3 professions, à la fois manipulateur radio, radiologue et puis secrétaire médical, un certain nombre de questions sur l'accessibilité. On a eu la chance d'avoir un taux de participation de 25%, ce qui est je trouve relativement positif, alors que c'était en période d'été, et avec des réponses relativement bien réparties, avec 19 radiologues, 13 manipulateurs radio et 11 secrétaires médicaux, donc avec les 3 professions bien représentées. Les origines géographiques étaient quand même très centrées sur le Nord et un petit peu dans le Pas-de-Calais, les 3 autres départements étant beaucoup moins représentés. Lorsqu'on pose la question « Accueillez-vous des personnes en situation de handicap ?», plus de la moitié on dit souvent, et les autres parfois, personne ne disait qu'il n'en accueillait pas. Donc on voit l'importance de ce sujet. Et parmi les handicaps rencontrés, quasiment tous accueillent à la fois des patients avec handicap moteur, handicap auditif et handicap visuel, et la plupart également avec des handicaps intellectuels ou des handicaps psychiques. Les personnes avec des troubles du spectre autistique ou polyhandicap sont accueillies aussi par plus de la moitié des centres d'imagerie. Ça montre la grande variété, en tout cas, des situations rencontrées. Par rapport aux difficultés, on leur a demandé si les personnes, s'ils pensaient que les patients pouvaient rencontrer des difficultés lors de leur arrivée en cabinet d'imagerie. Et à 83%, ils pensent que oui. Elles sont de différentes natures, ces difficultés, de façon très forte, sur des difficultés par rapport au déroulement des examens, à la fois problème de coopération, de temps et des contraintes techniques. 86%, 83% pensent que les patients ont des difficultés de communication. Plus de la moitié ont des difficultés pour remplir le questionnaire. Presque la moitié d'accéder aux équipements.
Puis, il y a des difficultés qui sont mentionnées sur les formalités administratives. Certains ont évoqué des problèmes de transport avec les ambulanciers ou des mammographes non adaptés. Beaucoup de thématiques, en tout cas. Et en tant que soignant, quelles étaient les difficultés rencontrées en tant que soignant? Déjà, presque 77% évoquent des difficultés qui sont de différentes natures, soit l'interruption de l'acte d'imagerie, faute de coopération suffisante, c'est 70%, c'est quand même un chiffre extrêmement élevé. 67% indiquent des difficultés à faire comprendre aux patients ce qui est attendu. 58% des difficultés à apaiser un patient anxieux. Et puis, sont évoqués également à hauteur de 30% des problèmes d'annulation ou de report de l'examen faute d'anticipation. Et puis, d'autres situations, comme manque de brancardier, la gestion de l'après-examen sans accompagnant, les difficultés d'accès avec un fauteuil roulant ou des examens incomplets. On voit donc l'importance d'aborder ces sujets d'accessibilité. Lorsque on a posé la question de savoir si deux cabinets d'imagerie dans lesquels ils travaillaient leur semblaient accessibles, presque 80% ont dit qu'il était accessible. Mais lorsqu'on creuse les différents sujets, on se rend compte que l'accessibilité est relativement partielle. Donc, pour l'accessibilité physique des locaux, c'est ce qui est réglementaire. Presque 90% estiment que leur cabinet est accessible. Mais lorsqu'on avance sur d'autres sujets comme l'acceptation des chiens guides, la moitié simplement sont acceptés. La signalétique adaptée, la moitié des cabinets pensent que la signalétique est adaptée. L'accessibilité des équipements, pareil, la moitié. Et alors, en creusant sur la formation du personnel aux spécificités des besoins des personnes en situation de handicap, c'est que 14%. Et enfin, l'utilisation d'outils de communication spécifiques, c'est que 7%. Donc, on voit l'importance de la démarche et d'ailleurs, l'ensemble des répondants au questionnaire ont presque tous dit que c'était très important. Et il y a une note de 4,53 sur 5 pour indiquer l'importance de la démarche. Donc, à l'issue de tous ces... On va peut-être enlever cette slide. À l'issue de cette enquête, ça a montré la nécessité de réunir un certain nombre d'éléments pour essayer d'aider les cabinets d'imagerie à mieux accueillir des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons réuni un groupe de travail avec, là, je remercie à cette occasion le docteur Jérôme Logier, qui est radiologue à Hasbrook, Sylvie Keller, ainsi que ses collègues manipulatrices radio du Cateau-Cambrésis, aussi participer aux réflexions sur les informations à donner, ainsi que des représentants d'unités de consultation dédiées aux personnes en situation de handicap des Hauts-de-France. Nous avons donc réuni de nombreuses ressources qu'on va vous présenter. Alors, je vais laisser la parole au docteur Dorothée Montagutelli, qui va vous présenter le kit imagerie tel qu'on l'a préparé. Voilà, donc là, je vais vous parler du kit imagerie. Alors, qui dit kit sous-entend ressources pratiques, faciles d'accès et utiles. Alors, ce kit, il se compose de différentes pièces, des éléments donc de santé BD. Donc, on vous en a parlé au début. Il s'agit de bandes dessinées avec des dessins rassurants qui sont conçus par des experts, rédigés en facile à lire et à comprendre, et les trames en facile à lire et à comprendre sont validées avec des personnes concernées. Et ce que nous avons choisi, je vais vous les présenter après pour Santé BD, c'est donner des informations sur les examens et un passeport de liaison que je vous montrerai tout à l'heure. Pour les professionnels de santé, donc ce sont les outils développés sur handiconnect.fr, donc des fiches de recueil d'informations et des conseils sur le matériel, la préparation en amont, la communication avec le patient. Je vais aussi vous présenter ces éléments-là. Donc, dans le kit, il y a pour le patient, les aidants et pour les professionnels. Donc, les bandes dessinées, je vous affiche les bandes dessinées sur le thème des examens dans un centre d'imagerie médicale. Donc, la mammographie, voilà, pardon, il y a un retour, l'IRM, voilà, la radio, le scanner, l'échographie. Et comme vous l'avez vu, on peut mettre un personnage en fauteuil roulant aussi.
voilà un poster, enfin, c'est pas un poster, c'est un récapitulatif. Et en bas, vous avez qui s'affiche les déclinaisons possibles pour les différentes bandes dessinées, pour s'adapter au mieux à la personne qui va utiliser la BD. Alors, les posters, les voici, posters sur la mammographie, donc ils peuvent être affichés en salle d'attente. Alors, tous les supports Santé BD sont téléchargeables sur le site gratuitement, sont transmissibles bien évidemment aux patients et aux aidants si nécessaire en amont de la consultation. Ils peuvent être aussi laissés en salle d'attente à disposition des gens qui fréquentent le centre d'imagerie. Voilà le poster sur le scanner, celui sur l'échographie, l'IRM et une radiographie. Alors, le passeport santé dont je vous ai parlé, c'est donc une fiche de recueil concernant le patient, donc à remplir par lui, avec ou sans aide, qui indique les principaux éléments d'habitude de vie, de communication du patient, de la façon dont il s'exprime notamment. L'objectif, c'est de diminuer son anxiété. Par exemple, si on sait que le patient a un objet fétiche qui est utile dans les situations anxiogènes, eh bien, ça pourrait être porté sur la fiche de façon à ce qu'on s'assure que le jour de l'examen, il ait bien cet objet avec lui. Le passeport recense aussi les appareillages qui sont importants à connaître pour l'installation du patient et une contre-indication éventuelle à certains actes d'imagerie. Il y a également des vidéos sur les examens d'imagerie qui sont disponibles. Là aussi, elles peuvent être transmises aux patients en amont. Elles peuvent éventuellement passer dans la salle d'attente. Ça, c'est fonction de chaque centre d'imagerie. Alors, la banque d'images Santé BD, donc c'est toutes les images et d'autres encore avec toujours le même graphisme rassurant. L'idée est que le patient ou son aidant puisse créer des propres outils de communication à façon, parce que les BD ne conviennent pas forcément à tout le monde. Donc, à partir de la banque d'images Santé BD, qui a été conçue dans une démarche de partage de ressources, on peut télécharger les images. Il suffit de créer un compte et l'utilisation des images est possible. On demande la mention quand c'est public, le copyright Santé BD, mais elles sont librement téléchargeables et elles permettent, comme je vous le disais, c'est vraiment important parce que le public peut être très différent, d'avoir des supports plus ou moins longs ou plus ou moins détaillés sur certaines étapes, par exemple, d'un acte d'imagerie. Alors, côté professionnel, donc c'est la fiche conseil. Donc là, vous avez la présentation générale, accueillir un patient en situation de handicap dans un centre d'imagerie médicale. Le paragraphe qui est sur la première page, c'est le contexte légal. Mais bien évidemment, on ne s'est pas arrêté là. Vous avez vu le résultat de l'enquête tout à l'heure. Oui, bien sûr, il y a des obligations d'accessibilité qui concernent essentiellement l'accessibilité physique et sensorielle. Mais on est allé au-delà avec le groupe de travail et les principales rubriques. Quel matériel est utile pour un accès aux soins réussi? Ça peut être dans la salle d'attente, dans le déshabilloir, dans la salle d'examen. Je pense qu'avec Madame Jameau, on reviendra là-dessus puisque on a pu échanger sur le contenu de la fiche. Des points de savoir-être et savoir-faire. Je vous ferai dans les diapositives suivantes, vous aurez un aperçu et des points qui sont importants tout au long du parcours du patient, depuis le moment où il prend rendez-vous jusqu'à la fin, quand le radiologue lui rend les résultats de l'examen. Donc, à tout moment du parcours patient et un volet aussi sur le plan financier, la valorisation notamment des consultations blanches. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Et à la fin, comme dans toutes nos fiches HandiConnect, liens et outils utiles, vous pouvez aller plus loin, détailler les références. Donc, là aussi, les fiches HandiConnect, elles sont sur le site et elles sont librement téléchargeables ou consultables, bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur une tablette ou sur un mobile. Alors, par exemple, là, je vous ai mis un extrait. Quel matériel utile pour un accès aux soins réussi? Donc, il y a des choses simples, hein, l'espace pour manœuvrer un fauteuil, par exemple, un espace et un siège pour un accompagnant. Voilà, des objets, je cite un peu au hasard hein, pour que vous voyez, enfin pas au hasard, mais de façon éclectique, une luminosité modulable, des objets sensoriels à manipuler pour certains patients qui pourraient avoir besoin, compte tenu de leur particularité sensorielle, et bien sûr, voilà, les supports imagés, et pourquoi pas une photo des professionnels du centre. Voilà, dans la partie droite, donc dans les déshabilloirs, comme je vous l'ai dit, l'espace pour le fauteuil roulant, un affichage en FALC, des informations sur le déroulement de l'examen et si possible, un fauteuil à magnétique pour le transfert en cas d'examen IRM. Alors, dans les salles d'examen, donc là aussi, on a listé un certain nombre de points. Donc,
toutes les fiches HandiConnect sont conçues de la même façon. Donc, avec le groupe de travail, on discute, j'allais dire pied à pied, sur les différents points et on sélectionne ce qui semble le plus important et le plus souhaitable. Voilà, donc pour trouver la notion d'espace suffisant, une planche de transfert pour faciliter le passage d'un fauteuil à une table d'examen, parce qu'on n'a pas partout des fauteuils qui peuvent facilement passer en position allongée, comme on l'a vu tout à l'heure, là, la chaise adaptable dans le reportage des papillons blancs, l'affichage du temps restant, des icônes lumineuses, voilà. Donc, vous voyez tous ces éléments-là, en partant du principe que ce qui est utile pour le patient en situation de handicap est utile pour tous. C'est-à-dire que les aménagements, les investissements qui sont faits seront utiles aux patients plus fragiles, qui a notamment des difficultés de communication, de motricité ou une anxiété majeure aux soins, mais ils seront utiles pour tous les patients. Et à tout moment du parcours patient, alors là, c'est vraiment pour tous les métiers qui interviennent dans un centre d'imagerie médicale. Des choses que vous faites très certainement déjà, mais on s'est autorisé à les mettre noir sur blanc. C'est important. En plus, ces fiches HandiConnect, elles peuvent être conseillées à des internes, à des jeunes en formation. Et ça, c'est vraiment très important qu'ils aient tous ces messages. Voilà. Donc, toujours prendre le patient, s'adresser à lui en premier, même s'il y a un aidant, lui demander son accord à chaque fois que nécessaire, surtout en présence d'un aidant. Là aussi, pour toujours avoir comme premier interlocuteur le patient, mais pour autant, savoir faire alliance avec l'aidant qui connaît en général bien le patient quand il y a un aidant, qui peut aussi vous orienter sur la façon dont le patient s'exprime et vous permettre de mieux communiquer avec lui. Voilà. Et puis tous les points de savoir faire reformuler vous-même ce que vous avez dit, laisser du temps au patient, rassurer sur la confidentialité des échanges. Tous ces points, on voyait cette dame qui témoignait en disant voilà, moi j'aimerais qu'on me dise que ça va bien se passer, qu'on me rassure. Ben oui, ça fait effectivement partie des éléments qui vont mettre le patient en confiance et c'est des points positifs pour s'assurer que finalement l'examen aille au bout. Donc, l'examen réussi, c'est l'équation gagnante. C'est un examen anticipé, préparé par et pour le patient. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la clé de tout. Et l'objectif de la fiche, c'est de vous donner des éléments pour anticiper et préparer. Merci beaucoup, Dorothée, pour cette présentation succincte, puisqu'en fait, cette fiche conseil comprend énormément de conseils de toutes sortes et on vous invite à la lire. C'est assez rapide à lire et par contre à mettre en place. Il y a des choses qui peuvent être, il y a des victoires rapides, il y a des choses qui peuvent être mises en place très rapidement, ne serait-ce qu'avec les outils de communication et les informations à prendre en amont de la venue du patient. Et puis, il y a d'autres choses qui concernent plus le matériel, qui sont peut-être un petit peu plus longues, mais en tout cas, d'ores et déjà, on peut mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour rendre notre cabinet plus accessible. Je sais pas, comme je vois qu'on est très bien dans les temps. Je ne sais pas si Madame Lehu voudrait apporter une petite précision. On mentionne notamment pour l'adaptation, la préparation de la personne qui a des anxiétés très fortes, l'organisation de visites blanches. Et je crois, Madame Lehu, que vous avez trouvé des informations auprès de l'assurance maladie par rapport à la prise en charge de ces visites blanches. Oui, tout à fait. En lien avec l'assurance maladie, nous avons pu vérifier que les consultations blanches qui sont inscrites désormais à la convention médicale des médecins sont tout à fait mobilisables et facturables par les radiologues dans les cabinets d'imagerie médicale. Donc, vous pouvez tout à fait valoriser financièrement donc ces temps spécifiques que vous programmez en amont avec les patients pour les rassurer et faire que l'acte d'imagerie se déroule ensuite dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, il faut pour ça effectivement, donc que le patient vienne, par exemple, pour une visite des locaux, rencontre du personnel, et qu'il y ait un temps spécifique avec le radiologue pour que ça puisse être effectivement, logiquement, facturé comme une consultation blanche. Voilà, une consultation blanche, c'est aussi une consultation qui s'interrompt du fait du handicap du patient, hein. Et donc, un acte d'imagerie qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, ou qui, voilà, si le radiologue a pu rencontrer le patient, mais qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout, théoriquement, ça doit être aussi facturable comme une consultation blanche. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, oui. Oui, voilà, je Je suis vous désolé. comprends. Alors, effectivement, je n'ai pas malheureusement beaucoup de temps parce que je suis en pleine vacation d'IRM et de scanner. Donc, voilà, je suis désolé. Mais oui, j'étais particulièrement intéressé par effectivement ce groupe de travail et j'ai reçu également, ce qui est intéressant, c'est le kit, effectivement, qui est très pratique. Et voilà, moi j'ai commencé à mettre en place dans le cabinet notamment les BD et les posters. Voilà, vous me voyez. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, je disais, oui, donc j'ai pu mettre en place donc, les ressources, notamment les bandes dessinées et les posters. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Enfin, ça peut apporter beaucoup de choses. Et voilà. Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est y compris aussi pour les patients qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui peuvent être malgré tout intéressés aussi par cette documentation. Je pense que Pour ça peut être aussi un comprendre. élément rassurant, je dirais finalement pour tout le monde, hein. Ben, Voilà. merci. Merci en tout cas pour votre aide précieuse et ce retour d'expérience qui nous a permis aussi de creuser certains sujets pour l'écriture de la fiche conseil. Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai que C'est vraiment quelque chose du quotidien finalement, hein. Et les supports imagés sont aussi totalement pertinents pour un public allophone, hein, qui a des difficultés à comprendre ce qui est expliqué sur le déroulement d'un examen, par exemple. Et non, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Béatrice Jameau. Béatrice, vous êtes directrice des soins et coordinatrice des écoles du CHU d'Amiens-Picardie. Vous êtes directrice de l'Institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale et fondatrice et coordinatrice de Simus Santé. C'est vraiment, il y a beaucoup de lignes pour vous présenter parce que vous êtes très dynamique. Parce que je suis très vieille. Et donc, j'aimerais savoir si vous pouviez nous expliquer ce que fait le CHU d'Amiens-Picardie pour l'accueil de patients en situation de handicap. Oui, effectivement, la thématique que vous proposez aujourd'hui est très forte pour moi de sens, puisque vous l'avez compris, je suis manipulatrice dans le début de ma vie, je suis devenue autre chose, et donc ces points-là me préoccupent et m'intéressent au plus haut point parce que j'ai vécu à tout moment de ma vie. Alors, le CHU d'Amiens, dans lequel je travaille depuis fort longtemps, a mis dans son projet d'établissement un axe sur la vulnérabilité, et ce depuis relativement longtemps, avec donc une antériorité. Et les choses se sont passées comme dans beaucoup d'autres centres, bien évidemment, hein, on invente rarement les choses, mais ça repose quand même sur un premier temps qui a été de vasculariser les services avec des référents handicap et d'assurer leur formation. D'assurer leur formation, ça voulait aussi dire et montrer que, quel que soit le métier que l'on pratique, hein, que l'on soit infirmier, manipulateur ou kinésithérapeute, eh bien, les patients que l'on prend en charge sont les mêmes, avec des composantes différentes, mais ils ne changent pas quand ils passent d'un service à l'autre, et leurs besoins, leurs difficultés, leurs ressentis et leur agacement peuvent rester les mêmes. Et que du coup, quand les professionnels sont formés, qu'ils travaillent ensemble autour de prise en charge, eh bien, on est beaucoup plus sensible à ces choses-là et on offre des parcours de soins avec moins de cassures, hein, être bien pris en charge quelque part et moins bien ailleurs, finalement. C'est très mauvais en termes d'image et de perception pour les personnes soignées qui se sentent un peu délaissées à certains endroits et ça devient incompréhensible. Donc, cette notion de vasculariser les équipes de référence sur cette prise en charge de situation de handicap a été forte. Et puis, elle s'est traduite, comme aussi dans beaucoup d'endroits, par l'adhésion dès les années, je dirais, 2018, en tout cas,
le repère est comme pour toujours le Covid, c'était avant. Et de HandiConsult. HandiConsult, où nous avons 2 collègues qui sont à temps plein et qui aident et qui sont un recours multiple, c'est-à-dire recours pour les patients et leurs familles en amont éventuellement des consultations ou des hospitalisations, etc. Donc cette charge-là d'informations descendantes vers eux et d'informations remontantes de leur part pour connaître leur sensibilité, comme je viens de dire, est importante. Et puis pour les professionnels de santé, parce qu'elles sont appelées en cas de difficulté par des secrétariats ou des soignants, en amont aussi, ou pour accompagner le parcours de soins dans sa totalité. Et elles ont aussi un rôle très important d'expertise dans le choix des matériels et la complétude des outils dont on peut avoir besoin dans les services. Donc voilà, sur cette façon générale du CHU de l'avoir pris en charge sur les soins, on travaille aussi, et ce n'est pas le moindre des difficultés, à l'environnement du CHU. C'est-à-dire au-delà du soin, comment on y accède, tout simplement. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément le plus simple. Il y a des trottoirs un peu partout. Les personnes, alors là on parle de mobilité, mais il n'y a pas que les mobilités, il y a aussi d'autres types de handicaps qui sont bien embêtés dans l'accessibilité simple du bâtiment, et donc on y travaille beaucoup. Et dans ce cadre-là de recherche, en ce qui me concerne, toute mon équipe, vous vous doutez bien, nous avons travaillé très particulièrement, alors sauf à dire, Mme Dambre, que vous vouliez d'autres précisions, mais sinon j'irai bien directement sur le focus que nous avons fait sur les personnes en situation de handicap tout à fait particulier, qui sont les personnes porteuses d'autisme. Bien sûr, plusieurs questions qui ont été posées en amont du webinaire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sur cet aspect-là des choses, nous avons été sollicités. C'était très amusant, hein. Le point de départ est amusant. Donc, on a un centre de simulation qui est un hôpital simulé, puisque nous avons à 4000 mètres où il y a du bloc à la pharmacie, tout est simulé. Et donc, lors d'une visite, j'ai été interrogée par un directeur de foyer d'accueil médicalisé qui m'a dit « Est-ce que je pourrais venir visiter votre centre avec mes patients ?» Mais il ne dit pas mes patients, lui, bien évidemment, il dit mes résidents. Et spontanément, j'ai envie de dire oui. Et dans ma tête, il y a une lumière qui s'allume et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Et donc, je lui dis, est-ce qu'on pourrait se voir pour savoir ce que vous voulez dire et faire? Et donc, il m'explique les difficultés qu'on a pour faire des soins à des personnes en situation d'autisme. Et il se dit, peut-être qu'en voyant, ça les aiderait. Alors, je suis manipulatrice. Je peux vous dire que quand on me dit qu'une personne porteuse d'autisme rencontre des difficultés dans le soin, je vois tout de suite ce que ça veut dire pour l'avoir vécu de nombreuses fois. Et je lui dis bien sûr, mais ça me semble bien insuffisant de faire une visite et on va travailler autrement. Et du coup, on a co-construit avec des foyers d'aide médicalisés, l'association Autisme 59, enfin, tous ces gens-là, la Forge dans l'Oise, qui est un grand centre aussi. On a co-construit la méthode que je vais vous présenter très brièvement, une méthode qui vise ça va au-delà de l'habituation aux soins, enfin, il nous semble. On est dans une dynamique d'éducation de la personne en situation d'autisme, puisque ce que nous visons, c'est de la conduire à plus d'autonomie dans sa prise en charge du soin, et ce, de façon durable, c'est-à-dire évidemment de l'éducation. Et pour ce faire, on a donc décrit une méthode qu'on a appelée SIMUTED, puisque c'était joli d'écrire TED, et aujourd'hui on dirait plus TED pour les personnes en situation d'autisme, mais qu'importe. Donc ça s'appelle SIMUTED, et ça se décline en 3 temps, on va dire. Un temps d'anticipation, un temps de réalisation de la séance, et un temps derrière qu'on appelle débriefing ou suite. Dans ce temps d'anticipation, c'est un temps de travail en amont, évidemment, avec le centre de ressources autisme, 80 puisqu'on est à Amiens, mais le centre de ressources autisme, pour avoir un contact avec les personnes. Je précise que ces choses-là ne s'appliquent que aux personnes en situation d'autisme qui ont un parcours de soins identifié. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles auront besoin d'un soin et on les prépare à ce soin. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'anticipation non contextualisée dans leur parcours. Et donc, le CRA appelle la personne elle-même, et le plus souvent dans les personnes en situation d'autisme, les aidants et la famille avec, pour voir ce dont ils ont besoin,
pour voir ce que sont leurs habitudes, ce que sont leurs sensibilités personnelles, ce que sont tout ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, et que je ne répéterai pas, mais qui sont les choses importantes à savoir en amont du soin. Et en parallèle de ça, ayant déterminé leurs besoins, on leur donne des outils. Donc, on a construit des séquentiels photos, des séquentiels vidéo, des séquentiels écrits pour les lisants. Et puis, on a aussi fait des outils de son pour les IRM. On connaît les séquences d'IRM et on donne le bon son à la bonne personne pour que déjà elle voit ce que ça fait. On donne des petits matériels en amont, du style un garrot, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent être diffusées. Donc, on leur fournit pour que ça puisse être travaillé soit avec la famille, soit avec le centre dans lequel ils sont accueillis. Et puis ensuite, ils ont un rendez-vous à Simu Santé et on réalise un examen en situation quasi ordinaire, sauf que nous n'avons aucune pression de temps, aucune pression de lieu, aucune pression de réussite ou d'échec, et que les choses se font au rythme de la personne que nous avons avec nous. Et nous avons eu des personnes en situation d'autisme de 7-8 ans, voire 4 ans, le dernier 4 ans, mais surtout des personnes jusqu'à 60 et 65 ans. Et c'était ça notre cible première, c'était les adultes. Parce que finalement, on sait que dans le soin, l'enfant est souvent, on accepte de prendre le temps pour l'enfant, c'est bien plus compliqué pour l'adulte. Voilà. Donc voilà, on a eu tous ces gens-là. Et quand ils viennent en situation de simulation, eh bien, on fait le tout, de la salle d'attente jusqu'au retour. Et donc, ils vivent avec des gens pendant tout ce parcours qui sont des professionnels de santé. Et en salle d'attente, par exemple, on met des étudiants qui apprennent beaucoup de cette situation aussi. Ça se filme, ça, tout ce qui se passe là, ça se filme, ça se cède. Les patients en situation sont accompagnés de leurs aidants, la plupart du temps, puisque dans les situations d'autisme, on sait que la communication maîtrisée est un gage de réussite. Voilà. Et puis, quand c'est fini, on débriefe. Et on débriefe de ce qui a été filmé, de ce qui a été dit, de ce qui a été vécu, pour en faire une conclusion, des fois efficace, la plupart du temps, on conduit des choses jusqu'à leur terme quand même. On peut réitérer une autre séance si nécessaire, mais surtout, on recueille des informations qui seront transmises à l'équipe qui fera le soin ordinaire, normal, et qui, voilà, nous, en tout cas, nous ne nous autorisons jamais à conduire le soin. C'est vraiment de l'éducation aux soins. Et donc, ceci est transmis aux équipes. Voilà, donc ça, on le fait tous les derniers vendredis du mois. C'est une prise de rendez-vous par les familles, enfin par ce qui peut prendre le rendez-vous, le médecin traitant, enfin bon, c'est toute une discussion. Jusqu'à présent, nous avons déjà fait plus de 100 consultations de cet ordre-là, pour des examens réussis dans la plupart des temps. Vous voyez, ce qui apparaît à l'affiche là, c'est une jeune femme qui a passé, pour laquelle, enfin, on a une relation privilégiée avec sa maman et son papa, parce que elle est autiste et elle a d'autres problèmes de santé. Et elle devait passer des scanners, elle était soulagée à chaque scanner et sa maman devait se coucher sur elle pour qu'on puisse faire ça. Et là, vous voyez que c'est la photo du jour où c'était le vrai. Et elle a fait son scanner, voilà, en étant juste accompagnée par 2 personnes, mais sans autre chose. Et depuis, ça se passe bien. Donc, c'est un peu, c'est des réussites qui sont très, très émouvantes. Donc, pardon, excusez-moi. Et donc c'est une habituation aux soins pour les personnes qui viennent accompagner. Et vous faites également de la formation de manipulateurs, manipulatrices radio, ou même des différentes professions. Comment est-ce que c'est possible de s'inscrire? Comment ça se passe? Est-ce que ça peut aider justement les centres d'imagerie qui sont connectés aujourd'hui? Oui, alors les centres d'imagerie de notre bassin de vie, on va dire, le savent déjà, enfin on espère, et s'ils ne le savent pas, je leur redis. Nous invitons tous les professionnels de santé à participer à ces séances-là. Les familles et les patients en sont d'accord, on ne fait pas ça en dehors de règles un peu éthiques quand même. Et c'est une première forme de formation que de voir ce qui peut être mis en place et ce que ça veut dire écouter pendant le soin. Voilà, et donc on a formé beaucoup, et notamment les étudiants, qui quand ils viennent là, apprennent beaucoup parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une personne en situation d'autisme, et on a des schémas ou
caricature de ce que peut être une situation d'autisme qu'il faut faire sauter pour voir la disparité des situations. Donc ça, c'est une première chose, mais nous formons aussi en formation structurée sur une journée et sur notre site, il y a la référence à cette formation-là. Effectivement, on forme plutôt en pluriprofessionnalité, mais c'est vrai que les manipulateurs sont souvent très mobilisés sur ces formations puisque les soins réputés difficiles à réaliser sont souvent des soins d'imagerie. Hein, l'échographie, le scanner, l'IRM, tous ces soins-là sont compliqués parce qu'ils sont plein de contraintes, à la fois liées à la méthode, à la technique, au positionnement, etc. Et donc, on essaie de montrer que, en général, la technique est au service de l'homme et on aimerait bien que ça soit dans ce sens-là et on trouve des solutions. Voilà. Et je dois avouer aussi sur la formation quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que la formation, c'est aussi une façon de rendre ces lettres de noblesse aux soignants, parce que ce que l'on constate, c'est que le soignant qui réalise un soin de qualité qu'on va qualifier de médiocre, peut-être, il le voit lui-même. Et ça heurte ses valeurs de soignant. On n'est pas soignant pour rien. Et quand on est obligé d'immobiliser quelqu'un, quand on est obligé d'être, il nous semble qu'on est un peu sec, c'est vraiment, les soignants en ressortent blessés eux aussi. Et du coup, dans ces formations, retourner sur ces aspects éthiques des choses et montrer qu'il y a des méthodes pour faire et que le cadencement dans lequel les manipulateurs et radiologues, hein, quand je dis manipulateurs, je veux dire équipe, bien évidemment, sont soumis, hein, un scanner toutes les 7-10 minutes, en radiothérapie de la même façon, eh bien, il faut aussi leur dire on doit pouvoir trouver des solutions. Et je loue les consultations blanches qui vont certainement être quelque chose d'essentiel au développement et surtout pour les centres d'imagerie, enfin, pour soins difficiles, mais pour les centres d'imagerie, parce que les rythmes dans les centres d'imagerie, quels que soient ces centres d'imagerie, qui nous sont imposés du fait de la demande et de la ressource, hein, sont très difficiles à vivre pour le patient, très difficiles à vivre pour les équipes soignantes aussi. Voilà. Et quand on voit qu'il y a beaucoup d'examens qui sont interrompus ou qui ne vont pas jusqu'au bout, on voit qu'aussi il y a un manque à gagner, à la fois pour le patient, pour les autres patients et pour la société tout entière, parce que ce sont des coûts, et puis c'est un échec aussi pour le professionnel de santé qui ne va pas aller jusqu'au bout. Donc effectivement, il y a nécessité de trouver les meilleures solutions. Écoutez, merci pour toutes vos interventions. Je vois qu'il est 13h56, on va tenir les délais. Et puis, on reste toujours disponible de toute façon pour répondre à des questions, travailler ensemble, ouvrir de nouveaux chantiers de façon à aider vraiment à l'accueil de patients en situation de handicap dans les différents lieux de consultation et de soins. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser ce webinaire, tous les intervenants, et vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous reconnecter à nos prochains webinaires. Et il y a des chantiers qui sont ouverts là, effectivement, sur l'annonce, sur différentes thématiques, et on sera ravis de poursuivre l'aventure ensemble. À bientôt et merci encore. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.